Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, le cri de colère des populations du quartier Yassa dans le 3e arrondissement. Près de 500 familles menacées d'expulsion sont dans la tourmente. Elles dénoncent une injustice dans un litige foncier qui les oppose à un particulier. On fait le point dans ce journal. Hors de nos frontières, regain de tensions au Tchad et au Bénin. À la veille des élections présidentielles, des opposants et activistes tchadiens accusés de vouloir perturber le déroulement du scrutin ont été interpellés. Et au Bénin, des manifestations auraient fait au moins 2 morts. On fait le point dans ce journal avec nos envoyés spéciaux. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Les litiges fonciers font rage dans la capitale économique Douala. Il ne se passe plus un seul jour sans que des populations soient expulsées de force. La situation est très souvent à l'origine des tensions et même des batailles judiciaires. Illustration au quartier Mboko Yassa, dans le 3e arrondissement, où près de 500 familles ont perdu le sommeil après avoir reçu des menaces d'expulsion. D'autres précisions dans ce grand reportage que signe Claude Eukwa et Kediara. Voici les prémices de ce qui s'apparentera sous peu à un véritable scandale foncier si les autorités ne font rien pour décompter la situation. C'est à Yassa, au lieu d'Iboko City, l'un des nouveaux quartiers de la ville de Douala, que les faits se produisent. Près de 500 familles installés sur un peu plus de 15 hectares, depuis environ 36 années pour les premiers, menacés d'être jetés à la rue après la mort de celui qu'on présente alors comme propriétaire véritable du terrain. J'ai hérité l'œuvre de mon père et en 1985, j'ai commencé à monter mon élevage. Avant de m'installer, même pour commencer à construire, j'ai donné la nourriture du village et payé ce qu'il m'avait demandé à cette époque. J'étais le fils de Dipoko. Parmi tous ceux qui étaient installés, quand il y avait n'importe quel problème dans la famille, ils m'appelaient. Et quand on vendait même un terrain ici, on donnait ma part comme un habitant du village. Les riverains menacés d'expulsion, ainsi que le chef du village Yassa, sous la protection duquel il se trouve, affirment que Dipoko Iboko Daniel, de regretter mémoire, a toujours privilégié la voie du dialogue et de la paix. D'ailleurs, les querelleurs d'aujourd'hui signaient hier encore comme témoins de ces ventes de terrain. En 2008, que j'ai déposé la demande de titre foncier qui a commencé à avoir problème. Le jour où on a fait la descente sur le terrain pour la tenue de palabre, le chef, le père même qui m'a vendu le terrain, Dipoko Iboko Daniel, avec le chef du village, a demandé à ces enfants-là, ceux qui sont en train d'opposer aujourd'hui, que si vous avez un problème, venez parler-en ici. À l'époque, au camp de nos sourcils, c'est quelques temps plus tard, après avoir entamé leur propre procédure pour titrer leur parcelle, la famille Akamba rentre en conflit avec les halogènes. L'affaire est portée à la connaissance des autorités administratives qui se succèdent dans la ville, ce qui conduit, le 14 mai 2009, à la descente sur le site d'une commission du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires. 12 ans plus tard, une nouvelle commission est de retour sur le site parce que les résolutions prises par l'ancienne n'ont pas été appliquées telles quelles. La commission, venue de Yaoundé, s'est entretenue pendant de nombreuses heures avec les deux parties en présence du chef du village Yassa. Ces résolutions restent donc très attendues. Et ce problème de litige foncier se fait également ressentir dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Les populations du village Pondimoun accusent le premier adjoint au sultanat, roi des Bamoun, d'accaparement de leurs terres. Faux retorque ce dernier qui accuse plutôt le chef du village Pondimoun. Que se passe-t-il réellement dans cette localité? Élément de réponse dans ce reportage de Mama Soufone, Julienne Berthe-Bissaï. À Koutaba dans le Noun, les descendants des défunts pensionnaires de la léproserie de Pondimoun sont en colère contre Inou Sangou Payou, premier adjoint au sultan roi des Bamoun.
Ils accusent le vice-roi d'avoir vendu les terres que leur ont léguées leurs parents. Depuis un certain temps, nous ne parvenons plus à contrôler. On ne sait qui travaille. Chaque fois quand on saisit quelqu'un ici, on lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « C'est le premier adjoint au roi. » Soit on lui a vendu le terrain, qu'il le construise, ou bien on lui a loué, il prend ça par location, il les exploite comme vous voyez là. Tout en niant en bloc ces accusations de spoliation des terres appartenant aux enfants d'anciens malades de la lèpre. Innocent Goupayou accuse plutôt à son tour le chef du village Pandimoun de faire main basse sur ses propriétés foncières. D'où sort le chef du village de Pandimoun? Je vais vous dire, c'est un bandit qui vient sur ces terres et procède à la location des terrains aux populations riveraines. L'année passée, je l'ai fait venir au palais. Je lui ai demandé de ne plus louer. Il loue ses espaces à plus d'1 200 000 francs chaque année pendant une vingtaine d'années déjà. Le premier adjoint au sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombondjoya, déclare même avoir sommé le mis en cause de mettre fin à tout ce trafic foncier organisé. Et le chef du village Pandimoun le voici, Sa Majesté Ndjimoun Chili. L'autorité traditionnelle ne reconnaît pas avoir dépossédé les plaignants de leurs terres. C'est hier, lorsque je suis resté à la chefferie, j'ai reçu une délégation qui vient m'informer que c'est le premier adjoint au roi qui les envoie. Venez me dire qu'il est sur le terrain. Immédiatement, je suis descendu. J'ai retrouvé la même délégation au niveau du marché. Dans cette partie de jeu de ping-pong où la vérité reste à établir, les populations de Pandimoun n'ont qu'une seule préoccupation, rentrer pleinement en possession de leur héritage. C'est un tableau sombre que dresse la société civile sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Dans un récent rapport, le mouvement Stand Up for Cameroun et l'ONG Monde à venir recensent plus d'une centaine de cas d'abus et de violences enregistrés durant le mois de janvier et de mars 2021. Le dit rapport a été présenté à la presse ce jour à Douala. Le compte rendu de Séding Ding et Sédik Chouna. Le Cameroun a enregistré une montée en flèche des cas de violation des droits de l'homme rien que pour le mois de mars. Entre kidnapping, violence, arrestations arbitraires, détentions abusives et même mort d'hommes, autant d'atteintes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui ont vu leurs chiffres quasiment doubler, selon un rapport de Stand Up for Cameroun Human Rights Working Group. Une situation on ne peut plus alarmante. Au regard de tout ce qu'on a présenté comme chiffres aujourd'hui, on peut dire que la situation des droits de l'homme au Cameroun se dégrade de plus en plus. Parce que pour tous ceux qui ont assisté à la présentation de nos rapports depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu avec des chiffres, on a assisté par exemple au mois de janvier à 59 décès dans le cadre des violations des droits de l'homme, à 43 dans le cadre des violations pour le mois de février et à au moins 100 décès pour le compte du mois de mars. Je crois que la situation va de mal en pire. Autant de faits marquants sur le théâtre des principaux champs de conflit qui traversent le Cameroun de part en part, notamment le conflit dans les deux régions anglophones, l'extrême nord avec Boko Haram et l'Est Cameroun. Un rapport mensuel qui joue à la fois le rôle de baromètre de la situation des droits de l'homme au Cameroun et d'instrument de pression sur les pouvoirs publics. Et je crois que le groupe de travail Stand Up for Cameroun Human Rights Working Group a pour objectif, en premier, de collecter les informations de façon chiffrée pour en fin d'année en faire un rapport qui permettrait d'avoir un moyen de force pour pouvoir présenter à notre gouvernement et dire voilà la situation des droits de l'homme au Cameroun, quelles sont les mesures que vous pouvez prendre pour les rendre moins graves et quelles sont les méthodes que vous mettez sur pied pour diminuer le nombre que nous avons ici aujourd'hui. Je pense déjà que ce rapport de Stand Up for Cameroun qui est à sa 3e édition est vraiment un travail excellent. En tant qu'actrice politique, c'est devenu un document que j'attends, sur la base de laquelle je m'informe pour pouvoir prendre position par rapport à certaines situations dans le pays. Un rapport présenté aux acteurs de la société civile et aux médias, ainsi qu'aux partenaires internationaux tels que le Haut-Commissariat du Canada au Cameroun, afin de jauger le pouls des droits de l'homme sur le territoire. Un processus qui compte passer de l'information à la sensibilisation.
je vous garantis que dans les semaines ou mois à venir, nous allons progresser. La progression va être de ne pas seulement vous présenter les violations des droits de l'homme, mais c'est aussi vous dire qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme. Voilà. Quels sont les instruments ratifiés par le Cameroun et quelles sont les obligations du Cameroun en cette matière. Petit bémol, selon le dit rapport, les violences basées sur le genre ont connu une légère baisse durant le mois de mars. Cependant, beaucoup reste encore à faire pour faire du Cameroun un État à cheval sur le respect des droits de l'homme. L'actualité au Parlement, Cavaillé Yégué Djibril condamne la profanation de la dépouille et l'intimité du cardinal Christian Toumi, s'exprimant lors de la clôture de la session du mois de mars à l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre basse a donc dénoncé les dérives et la mauvaise utilisation des réseaux sociaux au Cameroun. Nous y reviendrons. La presse camerounaise est en deuil. Le professeur Gervais Mendozé est décédé ce vendredi. L'ex-directeur général de la CRTV a succombé à une longue maladie qui le rongeait depuis des années. Son état de santé s'était donc dégradé ces dernières semaines. Le professeur Gervais Mendozé, faut-il le préciser, a dirigé la radio-télévision publique du Cameroun durant 17 ans, précisément entre 1988 et 2005. Il a été condamné à 20 ans de prison en 2019 pour détournement de près de 18 milliards de francs CFA entre 2004 et 2005. Signalons que c'est depuis 2014 et qu'il était donc incarcéré à la prison de Kondengui à Yaoundé, et des rumeurs avaient circulé ces dernières semaines au sujet de sa libération. Il décède à l'âge de 77 ans. Autre actualité au cœur de ce journal, s'achemine-t-on vers la hausse du prix du pain au Cameroun pour combler un déficit créé par la hausse du prix de la farine sur le marché? Des boulangers appellent le gouvernement à trouver des solutions dont le but étant d'éviter cette répercussion sur la flambée du prix du pain chez la ménagère au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Georges Mitterrandam et de Donald Brice Kamgan. Une concertation pour évaluer une situation qui pourrait devenir critique. Réunis ici à Douala, les patrons de boulangeries du littoral et du sud-ouest pensent qu'il est urgent d'adresser les tensions actuelles sur le marché du pain au Cameroun. Depuis presque un an, nous subissons des augmentations du prix de la farine. Et nous sommes dans un domaine où le prix de nos produits sont encadrés. Et malgré nos multiples relances auprès du ministère du Commerce, nous n'avons jamais pu obtenir une augmentation du prix sur le prix vente publique de nos pains. Le prix du pain, les syndicats pensent que si rien n'est fait, il pourrait sortir de la stabilité qu'il connaît depuis 2009, car le sac de farine lui a passé de 15 à 17 000 francs CFA. Une augmentation de 2 000 francs CFA que les meuniers expliquent par la modicité des quantités importées au Cameroun. Le pays n'a pu recevoir ces 900 000 tonnes de farine escomptées en 2020, car pour satisfaire son marché intérieur dans un contexte de Covid-19, la Russie, le principal fournisseur du Cameroun, a limité les exportations avec une conséquence directe sur le marché camerounais. Afin de faire face à l'augmentation du prix de la farine, les boulangers ont relevé à 80 francs CFA, soit une augmentation de 10 francs CFA, le prix du pain sorti d'usine chez les livreurs. Cela passe aussi mal chez ces derniers qui voient leur marge bénéficiaire réduite. Mais la principale crainte, y compris des boulangers, c'est la hausse du prix du pain à la boutique. C'est pour ça que nous avons demandé au ministre qu'il fallait qu'à court ou à moyen terme qu'on trouve des solutions pour résoudre le problème des boulangers. Parce qu'on le voit déjà dans le quartier, beaucoup de boutiques vendent le pain à 150 francs. Quand vous allez à la boutique, vous demandez un pain de 50 francs. On prend un pain de 120 francs, on coupe en 3. Nous ne sommes pas un syndicat qui est là pour détruire, nous sommes là pour construire. On accompagne le gouvernement dans son action en permettant aux populations d'avoir du pain de bonne qualité à un prix raisonnable. Le syndicat des patrons de boulangerie devrait rencontrer le ministre du Commerce dans les prochains jours. Il propose de revoir les prix de la farine en trouvant un juste milieu pour sauver le prix du pain, une denrée de haute sensibilité sociale.
Et dans la région de l'Ouest, par contre, les répercussions de la hausse des prix du blé se fait déjà ressentir sur le prix du pain. Tenez par exemple, la miche initialement vendue à 100 francs coûte désormais 125 francs CFA et la baguette de 125 coûte désormais 150 francs CFA et les consommateurs passent un sale temps. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Sakem. La pénurie saisit depuis quelques jours dans la ville de Bafoussam autour du pain. Cette denrée, si prisée dans les ménages, n'est pas un vent qui passera visiblement aussi vite si rien n'est fait. Sur les raisons mises en exergue, les acteurs du secteur dénoncent la flambée du prix de la farine de blé et la montée en puissance des boulangeries clandestines. Suite aux augmentations des prix des matières telles que la farine, puisque notre secteur a subi un grand coup et le gouvernement n'a rien fait pour nous soulager jusqu'à présent. Donc depuis nous sommes en train de marcher auprès des autorités pour qu'ils puissent donner nous sécurité parce que nous voyons déjà notre secteur tomber progressivement en faillite. Donc depuis là nous sommes en train de lancer le main parce qu'on s'en sort pas du tout. Les ministères ont augmenté les prix de la farine comme tout le monde a su à plusieurs reprises, à 2 reprises pour être plus précis ces derniers mois-là. Il y a également les boulangeries clandestines qui sont au quartier là et qui ne paient aucune charge, ils n'ont pas de charge sinon que les charges de fonctionnement. Donc les gars n'ont que les charges de fonctionnement, donc du coup ils ne peuvent pas donc faire, nous ne pouvons pas donc faire, nous qui sommes dans les normes, nous ne pouvons pas donc faire le poids avec cette boulangerie-là. Donc du coup il faudrait que le gouvernement donc penche donc sur ces 2 problèmes donc qui met en exergue notre secteur d'activité. Cet état de choses a-t-il donc été à l'origine de la hausse des prix du pain dans les marchés? Dans un jeu de ping-pong, les commerçants, revendeurs et boulangers se jettent réciproquement la responsabilité quant à cette flambée des prix pratiqués. Avant, on vendait à 100 francs. On dit que la farine est devenue trop chère. Oui, et certaines taxes. D'un bout à l'autre, les livres ont augmenté subitement le prix du pain. Avant, on prenait le pain à 60 francs, on vendait à 100 francs. Et maintenant, on prend le pain à 110 francs pour vendre à 125. Dans un contexte économique déjà assez difficile pour la ménagère, dont le poids du panier maigrit de jour en jour, certains ont préféré se passer de cette denrée pour le moment. Il devient difficile pour ces commerçants d'écouler le peu de quantité dont ils disposent. Avant, je prenais peut-être par exemple 15 pains. Maintenant, je prends seulement 10 parce que j'ai peur que la clientèle va refuser le prix. Oui. Vous voyez, depuis le matin, nous sommes là. On peut compter. Avant, les gens s'alignaient, mais on payait vite les paniers. On est là, je dormais même. Oui, trop de racines maintenant. Vraiment. Rendu à la délégation départementale du commerce pour la MIFI, le chef des lieux n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet pour le moment, en attendant l'issue d'une réunion de crise convoquée par le préfet de la MIFI. Et dans le chapitre consacré à la lutte contre la pandémie de coronavirus au Cameroun, les premiers lots de 200 000 doses de vaccins chinois Sinopharm arrivent ce dimanche 11 avril 2020 au Cameroun via l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Le Premier ministre Joseph John Gouté procédera à la réception de cette cargaison dès 18h30. Dans un communiqué, le ministre de la Santé publique appelle les populations, notamment les cibles prioritaires et les personnes les plus exposées, à se faire vacciner dès que le besoin se fera ressentir. Tout autre chose à présent, les acteurs du tourisme et des loisirs du centre en ordre de bataille. Il leur est demandé de tourner le dos à l'absentéisme et autres actes d'indiscipline qui ternissent l'image de l'administration au Cameroun. Des rappels à l'ordre qui résonnent à la veille des grands rendez-vous qu'attendent le Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop et Rodrigue Ngassi. Vous ne pouvez pas habiter la ville de Yaoundé et travailler à Bafia, vous ne pouvez pas. C'est sur un ton ferme que le délégué régional du tourisme s'est adressé à ses collaborateurs des délégations départementales. Et pour cause, certains sont passés maîtres dans l'art de déserter les bureaux au point d'entraîner le personnel placé sous leur responsabilité dans cette position inconfortable. Il y en a qui travaillent à Nanga et Boko, qui habitent à Mamayo. C'est-à-dire qu'ils travaillent même à Yaoundé, pas à Mamayo. Vous croyez que c'est possible? Parce que vous avez fait 2 allers-retours, c'est plus cher que d'aller tranquillement prendre une chambre en Nanga et Boko et séjourner. Les gens sont contents quand on les nomme. Mais après 2-3 jours, ils se rendent compte que c'est la mort.
qu'on leur a donné un cadeau mais empoisonné. Ça ne devrait pas être ça. L'heure est donc à la remobilisation des énergies et à la prise de conscience collective des uns et des autres. Les défis à relever sont si nombreux que le temps n'est plus au tâtonnement et autres égarements. Parce qu'on note sur le terrain un réel problème lié à la discipline, notamment le non-respect de la hiérarchie, le manque d'assiduité et de ponctualité. Il est question qu'une fois retourné sur le terrain, que nous puissions insister là-dessus, sensibiliser nos collaborateurs pour que l'ordre revienne conformément aux instructions du ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. Heureusement que malgré ce sombre tableau, l'industrie touristique, bien que frappée de plein fouet par la Covid, tente de sortir la tête de l'eau. Sur le plan touristique, nos équipes se portent très bien, surtout à la faveur des travaux routiers sur la nationale numéro 15. On fait en sorte que nos Mekim soit un département aujourd'hui ouvert. Donc nous accueillons des touristes et il faut le dire, c'est un département qui regorge plusieurs sites écotouristiques, dont les emblématiques chutes de Natchigal. Notre secteur a été beaucoup touché par la pandémie de la Covid. Nous essayons à notre niveau de sensibiliser les opérateurs, d'abord pour ce qui est du respect des mesures barrières et également nous essayons de les encourager. On leur demande de tenir bon parce que beaucoup veulent déjà jeter l'éponge. On leur dit non. Autour du délégué régional, les 10 délégués départementaux ainsi que les chefs de service ont peaufiné les stratégies de développement de leur secteur à moins d'1 an de la CAN que le Cameroun va abriter. C'est très important pour nous d'être prêts, d'être mobilisés, de faire triompher le tourisme dans notre région. Déjà, il faut être discipliné, il faut se mettre en ordre de bataille, il faut venir au travail à l'heure et faire ce qu'on doit faire quand on est au travail. Vous savez que la région du centre a ceci de particulier que c'est une région qui a 10 départements. Donc, elle est vaste et il y a beaucoup à faire là-dedans. Dans un environnement difficile, marqué par une crise sanitaire aiguë, elle-même source d'instabilité économique, la région du centre n'entend pas se laisser faire. Le secteur du tourisme et des loisirs joue la carte de la résistance face à une pandémie menaçante. Et je vous le disais il y a quelques instants, la session parlementaire du mois de mars 2021 s'est achevée ce vendredi à l'Assemblée nationale et au Sénat, à la Chambre basse notamment. Le président de l'Auguste Chambre, Cavaillé Yégué Dibril, a donc critiqué la mauvaise utilisation des réseaux sociaux au Cameroun, faisant notamment allusion à la de la dépouille et de l'intimité du cardinal Christian émérite Christian Toumi. Je vous propose de l'écouter. L'Assemblée nationale dénonce et condamne ces comportements aussi odieux, indignes, perpétrés par certains compatriotes. J'appelle les uns et les autres à la retenue, au respect de la personne humaine, morte ou vivante, malade ou en bonne santé. Je souhaite que les instances compétentes œuvrent pour un meilleur encadrement des utilisations des réseaux sociaux, tout comme j'exhorte les autorités à réprimer des cas des abuses qui seront sévères. L'actualité hors de nos frontières à présent et nous mettons le cap sur N'Djamena au Tchad pour retrouver nos envoyés spéciaux. La campagne électorale pour la présidentielle de dimanche s'achève ce vendredi. Le président sortant Idriss Déby Itno aura face à lui une dizaine de candidats et son meeting de clôture de ce vendredi a été l'occasion pour ses partisans de vanter ses mérites et de rappeler les défis sécuritaires. Le reportage de nos envoyés spéciaux Georges Mitterrandam et Donald Brice Kamgan. C'est le dernier tour de chauffe pour Idriss Déby Itno. Le chef de l'État sortant et candidat à sa propre succession est accueilli ici dans l'après-midi par des milliers de jeunes. Des jeunes chauffés à blanc et qui se disent confiants de la victoire du chef de l'État sortant dès le premier tour du scrutin de dimanche. Nous les jeunes, le candidat du consensus, le maréchal du Tchad, on peut dire candidat de la jeunesse. Jeunesse tchadienne et même temps pour les jeunesses africaines. Nous souhaitons bon va. Premier tour. Premier tour. Premier tour. Le stade de Mama Ouya, qui accueille le dernier meeting de campagne du candidat du MPS, a été fortement militarisé cet après-midi
avec un déploiement des forces de sécurité, police, gendarmerie, mais surtout de la garde présidentielle. Un déploiement des forces de sécurité qui rappelle le contexte dans lequel se déroule cette élection présidentielle. Le Tchad est engagé depuis au moins une dizaine d'années sur plusieurs fronts sécuritaires, mais sur ce chantier, les soutiens du chef de l'État sortant estiment qu'il a beaucoup fait. Le président du consensus, c'est le président du paix. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le pays et il a non seulement fait pour le pays, mais il a aussi fait à l'extérieur. On a vu le cas du Niger, du Nigeria, du Cameroun. Il a intervenu un peu partout. Au-delà des points engrangés sur ces chantiers sécuritaires, le pays doit pouvoir retrouver sa stabilité et s'engager sur les chantiers du développement avec un défi important, la lutte contre le chômage des jeunes. C'est une grosse attente de ce scrutin. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, si on regarde, on parle uniquement que de la paix, de la stabilité, sécurité, mais pourquoi pas du développement. Il nous a promis beaucoup de choses aux jeunes, pour ceux qui ont les diplômés sans emploi et pour ceux qui n'ont pas aussi de diplôme et qui cherchent le travail. Il nous a promis, le cas du 7e arrondissement, il nous a parlé aussi de ça, que tous les jeunes qui n'ont pas de diplôme et qui cherchent à aller à l'extérieur pour travailler, il ne faut pas qu'ils partent, que cette année, au travers de ce 6e mandat, il doit faire tout pour que les jeunes qui n'ont pas d'emploi et ceux qui ont d'emploi puissent travailler dans ce pays. Côté opposition, les chances sont plutôt assez minces avec la disqualification par la Cour suprême du candidat Yaya Dillo officiellement pour non-conformité de son dossier avec le code électoral. L'opposition, elle, attend se mobiliser pour le boycott de ce scrutin. Elle est regroupée autour de quelques organisations de la société civile. Et dans ce contexte, c'est le taux de participation qui pourrait être le principal enjeu de cette élection. De N'Djamena, Georges Mitterrand, Donald Brice Kamgan, Equinox Télévision. Et nous restons toujours au Tchad pour signaler que plusieurs leaders de l'opposition et activistes accusés de vouloir perturber le déroulement du scrutin ont été interpellés. Et puis au Bénin, des manifestations auraient fait au moins 2 morts. Et puis un RCA, un ministre de la Jeunesse, accusé de malversation financière, a été limogé. Le rendu de l'actualité internationale avec Gladys Sidi. On compte des dizaines de morts et plus d'une centaine de personnes disparues après l'attaque djihadiste au Mozambique. Le groupe Al-Shabaab a pris le contrôle de la ville de Palma, dans le nord du pays, après plusieurs jours d'affrontements avec l'armée. Pour la première fois, les insurgés ont pris pour cible les étrangers, qui sont relativement nombreux à Palma, en raison de la création d'une exploitation gazière dans la région. Des milliers de personnes continuent à évacuer la zone par tous les moyens et dans l'urgence. Le gouvernement mozambicain a confirmé dimanche soir qu'au moins 7 personnes ont été tuées dans une embuscade en tentant de s'échapper de l'hôtel où elles étaient retranchées. Et des dizaines d'autres personnes ont été tuées lors de l'attaque djihadiste initiale entamée mercredi. Les djihadistes qui ont prêté allégeance à l'État islamique ont lancé leur attaque surprise mercredi après-midi sur 3 fronts simultanés, provoquant une grande confusion chez les militaires qui les attendaient au sud. En Côte d'Ivoire, une position militaire ivoirienne à Kafolo et un poste de gendarmerie à Téini, près de la frontière avec le Burkina Faso, ont été la cible d'attaques. L'attaque a été lancée aux premières heures de la journée du lundi 29 mars contre un poste avancé de l'armée. Une autre attaque a été menée à peu près au même moment, visant cette fois un poste de gendarmerie. Plus à l'est, le long de la frontière avec le Burkina. Menées par un groupe armé encore non identifié, ces attaques ont fait au moins 2 morts et 6 blessés parmi les hommes des services de sécurité ivoiriens qui sont cependant parvenus à repousser les assaillants dans les 2 cas. Au moins 2 d'entre eux ont été tués au cours des affrontements. Pendant ce temps, Madagascar porte le deuil après la mort de l'ancien président Didier Ratsiraka. L'homme s'est éteint dimanche à l'âge de 84 ans à l'hôpital militaire d'Antananarivo. Ses proches indiquent qu'il a succombé à un arrêt cardiaque alors qu'il était hospitalisé depuis mardi pour un contrôle de routine dû à une petite grippe. Les hommages à cette figure emblématique de la vie politique malgache se sont succédés. Un deuil national a été décrété dans le pays. Et puis à suivre mardi 30 mars 2021, la cérémonie de prestation de
Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, réélu au cours de la dernière élection présidentielle avec 53,92% des suffrages. Dans un climat particulièrement électrique et sous la pression des groupes armés qui continuent de menacer, le président Faustin Archange Touadéra a promis de protéger les Centrafricains. Comme lors de son premier mandat, la préservation de la paix et la sécurisation du pays seront ainsi au cœur des priorités. Toutes nos excuses pour cet élément de Gladys Sidje. Il faut déjà préciser que le président Faustin Archange Touadéra a déjà prêté serment. C'était mardi le 31 mars dernier. À présent, ce public reportage pour être toujours plus proche de sa clientèle. La Société Générale du Cameroun a organisé les Business Day 2021 afin de permettre à sa clientèle de mieux s'approprier les différents outils mis à disposition. Reportage. Après les journées de l'entreprise de 2019, Société Générale Cameroun améliore en 2021 son approche de proximité en direction de la clientèle corporate et professionnelle. Organisé du 23 au 26 mars dernier à la maison de la PME à Douala-Bali, les Business Days 2021 ont permis à Société Générale Cameroun d'optimiser l'accompagnement de sa clientèle spécialisée pour une meilleure appropriation des outils de cash management, crédit bail, affacturage ou trade finance échange. Durant 4 jours, des thématiques telles que la nouvelle réglementation de change en vigueur depuis le 15 mars 2021 exigée par la Banque centrale ou encore la digitalisation des moyens de paiement ont été abordées au cours de pas moins de 12 sessions de masterclass très courues. C'est Madame Sonia Ngachou, directeur commercial entreprise, qui a ouvert la session de Douala. Les experts de Société Générale Cameroun, quant à eux, sont restés mobilisés durant toutes les sessions pour apporter aux participants des réponses appropriées à leurs problématiques à la grande satisfaction de tous. Les nouvelles solutions qui ont été apportées par la Générale viennent à point nommé pour une société comme Ubifam qui s'inscrit dans une dynamique de dématérialisation. Très rapidement, nous allons prendre la tâche avec la Société Générale afin d'utiliser des solutions qui ont été présentées ce soir. Au sortir des Business Days 2021 de Douala, les chefs d'entreprise ont émis le vœu que de telles initiatives soient renouvelées par Société Générale Cameroun. L'édition 2021 des Business Days se poursuit dans les prochaines semaines dans les villes de Yaoundé, Ngaoundéré, Bafoussam et Bertoua. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Et Serge Alain, vous revenez sur le décès du professeur Gervais Mendozé, décès survenu ce vendredi des suites de longues maladies. Voilà, justement, nous rendons hommage dans cette deuxième partie, Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Nous allons débriefer sur le professeur de linguistique et de stylistique française, le professeur Gervais Mendozé de regrettée mémoire, qui s'en est allé aujourd'hui à l'âge de 77 ans du côté de l'hôpital central de Yaoundé. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Et à vendredi prochain, 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie. C'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Thomas Tankou, Jonathan Batengene, Maître Fabien Kenyé et Maître Barista Kamwa Limen. Une fois n'est pas coutume, nous allons réserver la deuxième partie de débrief du professeur Mendozé et boucler d'abord avec cet fameux article 66. Il est dit que les personnalités, vous dites, Barista Kamwa Limen, yes, que toutes ces personnalités, président de la République, Premier ministre,